À l'occasion du Salon du Livre de Paris, sur le pavillon des Lettres d'Afrique, nous sommes allés à la rencontre du Béninois Jean-Paul Toto, de l'Ivoirien Maker Eti, du Camerounais Timba Bema et du Sénégalais Mamadou Samb. En tant qu'auteur, quel rapport entretiennent-ils avec la langue française? Alors mon rapport avec la langue française est un rapport d'amour. C'est un rapport d'amour parce que la langue française pour moi est un outil de travail. C'est un outil, c'est un moyen qui me permet de m'affirmer. Parce que même si j'écris en français, c'est vrai que le français m'a été imposé, en tout cas nous a été imposé, mais mon subconscient transparaît forcément à travers mes écrits. Et donc, à travers la langue française, je véhicule mes valeurs. J'imprime moi aussi en tant qu'auteur, en tant que produit donc d'une Afrique qui a une culture, j'imprime donc à la langue française ma façon de voir le monde, ma vision du monde. Donc, ce n'est pas un reniement. La langue française, pour moi, c'est une belle langue et je l'aime beaucoup. Mon rapport avec la langue française ressemble au rapport qu'entretient un homme avec une femme. Je considère cette langue comme une belle femme avec qui je fais des enfants bâtards, mais des enfants très beaux. C'est une langue donc à ma disposition, une façon pour moi de dire que même si j'écris en français, je pense en africain. Ma pensée est profondément africaine, même si j'utilise les mots de la langue française. Donc je n'ai aucun complexe, j'entretiens des rapports très intimes avec cette langue-là. Moi, la langue française, c'est une langue que je souhaite dont je m'approprie. C'est-à-dire que je ne considère pas que c'est une langue qui est venue de quelqu'un d'autre, mais que c'est une langue dans laquelle je suis né. Et c'est une langue que je dois amener là où je dois aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que je ne devrais pas, en principe, avoir des références extérieures qu'à celles de l'environnement dans lequel je suis né ou alors de l'environnement dans lequel je souhaite m'exprimer. En plus de cela, la langue française devrait pouvoir coller le maximum possible avec la réalité qui s'exprime sous mes yeux. Ça veut dire que je dois pouvoir la torturer, mais en plus de cela aussi, je dois pouvoir changer le cadre institutionnel de la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour moi qui écris pour une réalité plus ou moins camerounaise, il est très important, par exemple, qu'un dictionnaire camerounais de la langue française puisse être établi pour refléter justement toute la réalité de la langue que je souhaiterais traduire. Le rapport que j'entretiens avec la langue française, c'est que la langue française est pour moi une vie. Quand je dis une vie, c'est-à-dire que je suis né dans un environnement, certes, wolof, au Sénégal, mais tout se fait autour du français. Nos papiers qui sont écrits en français, c'est-à-dire les papiers d'état civil. Quand nous avons été à l'école, nous avons appris, tout ce que nous avons appris, c'est avec le français. Quand on a été dans l'administration, d'abord nos diplômes, c'est des diplômes français, et dans l'administration aussi, nous avons travaillé le français. Mais en dehors de cela, c'est toute une vie qui tourne autour de nous. Il ne s'agit pas tout simplement de s'exprimer en français, mais de vivre. Parce que s'exprimer dans une langue, c'est sortir ses sentiments et les vivre avec les autres dans une transmission qui fait qu'on utilise un médium qui est la langue française. Ma préférence va à la francophonie culturelle. Je suis un homme de culture, je suis écrivain. Et lorsque nous nous installons dans le domaine de la culture, il y a moins de friction, il y a moins de palabres. Je crois que la culture, c'est le rêve. C'est là que la variété s'exprime bien, que le partage s'exprime aussi. Dès lors que nous basculons dans la francophonie institutionnelle, il y a des questions de parti pris, de politique, de conflits. Donc évidemment, je préfère la francophonie culturelle. Il ne s'agit pas tout simplement de dire francophonie institutionnelle et francophonie culturelle de l'autre côté, mais je pense que les deux devraient pouvoir aller ensemble. Que l'on dise francophonie tout simplement de la vie. Quand on dit institutionnel, que l'on dise par exemple culturel, je pense que les deux devraient pouvoir s'associer. Parce que l'un ne peut pas exclure l'autre. On est dans le domaine culturel avec les moyens. On a des moyens, mais si on a des moyens qu'on n'a, par exemple, aucune culture autour de soi-même, je pense que c'est des moyens qui n'ont aucun sens. Donc je pense que les deux devraient aller ensemble. La francophonie institutionnelle devrait accompagner la francophonie culturelle. Le véritable problème, en fait, c'est qu'il faut toujours associer une langue à un État.
Si on n'associe pas une langue à un État, ça devient finalement une question de vacuité. Comme par exemple, ça se pose au niveau du débat, disons, des écrivains africains qui au final fustigent une institution, mais qui ne pensent pas à la question de l'État. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une faillite de l'État africain qui justement ne veut pas prendre en compte la langue française et ne veut même pas du tout intégrer le fait que la langue peut devenir un facteur, par exemple, pour lui d'influence. Finalement, c'est-à-dire que pour un État africain, de jouer sur les plates-bandes, par exemple, que la France a pu établir à travers le monde. Donc, à partir du moment où l'État africain ne pourra pas intégrer la langue comme étant un instrument aussi pour lui de son influence, la question se posera toujours. Et je pense que c'est vers cela que le débat devrait se diriger plutôt que d'attaquer une institution qui, au final, ne fait que refléter les intérêts de ceux qui principalement la financent. Je déplore un peu cela. Parce que je me souviens, il y a eu une assemblée parlementaire de la francophonie à Antananarivo, où Abdou Diouf lui-même disait que la francophonie institutionnelle n'est pas un acteur direct dans le maintien de la paix dans le monde et que cette francophonie n'envisage pas de l'être. Donc il revient aux Africains eux-mêmes de prendre conscience, il revient aux dirigeants eux-mêmes de prendre conscience et de travailler à leur épanouissement. Donc, quelle que soit la volonté de la francophonie, elle ne viendra pas travailler à la place des Africains. Les dictatures n'ont rien à voir avec la francophonie. Les dictatures, c'est vraiment des états de fait qui sont là, hein, et qu'il y a plusieurs façons de les combattre pour ne pas utiliser totalement la francophonie ou autre chose. Donc, je pense qu'il n'est pas bon souvent quand même de faire le mélange entre des choses qui existent et qui ne devraient pas exister avec cette institution qui est, par exemple, la francophonie. Je pense que là, il faut faire attention à ce niveau-là. La francophonie nationale a échoué et c'est vrai. Et je pense que le problème vient du fait qu'il y a une confusion entre la francophonie et le pays, la France en tant que pays, en tant qu'empire même. Voilà. Il y a une confusion entre la francophonie et même ce que les Africains appellent la France-Afrique. De sorte que lorsqu'il y a un problème, la francophonie est obligée d'intervenir. Et chaque fois qu'elle intervient, évidemment, il y a des gens qui vont trouver que sa prise de position va contre leurs intérêts. Et cela va créer des problèmes forcément. Il faut aussi très bien comprendre que dès le moment où on est dans une dynamique politique, la dynamique politique implique par exemple des soutiens liés au fait que l'influence souhaiterait être préservée. C'est-à-dire que la France souhaiterait justement, grâce à cet instrument, préserver son influence. Pour moi, il n'y a pas du tout de problème particulier qu'un pays veuille avoir de l'influence. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, après, il faut que des gens puissent fixer une limite à cette influence. Et donc, pour l'instant, ce sont, disons, les intellectuels, les artistes qui le font, mais il faut passer à un stade supérieur. Et ce stade supérieur, c'est le stade de l'État. Même si cette francophonie institutionnelle laisse faire comme on a tendance à le penser, mais ce n'est pas une... c'est vrai que quand vous dites soutenir, ça me dérange le mot soutenir. C'est vrai qu'il y a des choses, mais la francophonie ne peut pas s'ériger en donneur de leçons. La francophonie peut suggérer des choses, mais la francophonie ne peut pas se substituer aux Africains eux-mêmes. Nous sommes dans une problématique très particulière qui est que notre rapport à l'histoire est encore totalement vide. C'est-à-dire que nous ne nous intéressons pas assez à notre histoire. Nous sommes encore en train finalement de patauger dans les catégories coloniales qui ont été établies, d'essayer même souvent dans certains cas de valider ces catégories coloniales au lieu de dépasser ces catégories. Ce qui finalement signifie quoi? Ce qui finalement signifie qu'on n'est pas en train de vouloir proposer un autre paradigme dans la lecture de notre histoire. Or, par exemple, toute détermination ou bien toute volonté de s'autodéterminer, de s'affirmer, doit passer par une réappropriation de son histoire. Donc c'est pour ça, à mon avis, que nous n'avons pas encore à l'heure actuelle ce genre de phénomène en Afrique. Mais par contre, il faut quand même dire que dans les pays, par exemple, anglophones, il y a l'afrofuturisme qui existe déjà. Donc c'est une approche justement qui, à mon avis, même aussi a alimenté, parce que c'est suffisamment étudié aux États-Unis pour alimenter, par exemple, un film comme Black Panther. Donc oui, l'Afrique francophone, pour l'instant, n'est pas en mesure, disons, parce qu'elle n'a pas un regard, disons, très critique par rapport à son histoire pour produire ce genre de fiction. Mais par contre, au niveau de l'Afrique anglophone, je suis totalement convaincu qu'il y a une influence de l'afrofuturisme sur, qui a pu inspirer Black Panthers. C'est un film que tout le monde a apprécié et notre rêve, c'est de voir l'Afrique aussi prendre le relais. Mais je pense que ce n'est pas la fiction qui manque, c'est peut-être les porteurs de projets qui manquent. L'Afrique doit se décomplexer pour se battre et faire de sorte que ce genre
projet soit porté à l'écran. Des grands écrivains comme Amadou Kourouma ont écrit des livres de référence qui peuvent nous inspirer. Donc le problème se pose au niveau des auteurs, mais aussi des cinéastes africains qui doivent prendre des initiatives. En Côte d'Ivoire, une figure historique comme la reine Pokou, c'est quand même une référence. C'est un corpus qu'il faut exploiter. Et si nous ne le faisons pas, un jour, évidemment, les Occidentaux vont exploiter et nous allons nous plaindre encore. Donc c'est à l'Afrique de prendre son destin en main. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. De l'ancienne Égypte jusqu'à nos jours, il y a de grandes figures mythiques, historiques qu'il faut exploiter. La fiction africaine a toujours existé. Si vous prenez par exemple Kourouma, quand vous parlez par exemple de... il y en a beaucoup, hein, Ousmane Sembène. Hein, si vous prenez par exemple des cinéastes comme par exemple Djibril Mambéty, hein, ces personnalités de la culture ont toujours travaillé dans la fiction. Le problème qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont eu les moyens de réaliser cette fiction-là? Les autres ont plus de moyens pour réaliser cette fiction. Maintenant, il faut dépenser plutôt à des moyens, beaucoup plus à des moyens, car est-ce que on devrait... Non, je pense que le problème ne se pose pas. Il y a énormément de production de fiction au niveau de l'Afrique. Il y a beaucoup d'écrivains et de cinéastes qui ont travaillé dans le domaine de la fiction. Maintenant, les moyens modernes qui existent, le matériel qu'on utilise, ça c'est là où se pose le problème. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on avance vers l'exploitation au niveau de l'Afrique de toutes les productions qui ont été faites dans le domaine de la fiction et essayer de les utiliser maintenant avec des moyens, comme par exemple les moyens que les Américains ont utilisés. Mais ça existe. Ça existe en Afrique, seulement que cela souffre de visibilité. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a des productions cinématographiques sur la bravoure des femmes noires. Et vous savez, je viens du Bénin, et au Bénin, il y a une ville qu'on appelle Abomey. Et quand vous vous référez à l'histoire de cette ville, il y a eu les Amazones. Les Amazones, c'est les femmes braves qui se battaient donc contre l'envahisseur. Et donc, quand on suit Black Panther, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement, donc, c'est l'histoire d'Abomey qui a été reprise à travers donc, ce film, et que j'aime d'ailleurs. Donc, si aujourd'hui, ce sont les Afro-Américains qui portent ce projet, je pense que c'est tout à fait normal, parce que ce sont des esclaves, ce sont des fils d'esclaves. Donc, ils sont partis donc, avec ces valeurs-là, et ça a ressurgi à un moment donné. Je crois que... Mais il y a en Afrique des initiatives dans ce sens, seulement qu'elles souffrent de visibilité.